Bonjour à tous et tous. Merci de nous rester fidèles et bienvenue à cette émission Mosaïque. Le débat va porter aujourd'hui sur les défis liés à l'exhumation des restes humains, un travail opéré par la Commission Vérité et Réconciliation. Depuis février 2020, en effet, la CVR est en train d'exhumer les restes humains des Burundais victimes de divers moments sombres de l'histoire. Où est-ce qu'on en est avec ce travail? La Commission dispose de quels outils, de quelles techniques pour mener à bon port ces activités? Comment est-ce que les Burundais, les familles des victimes, accueillent le travail de cette commission? Impact sur les cœurs brisés des Burundais? Quels sont les défis liés à ce travail d'exhumation, les opportunités, les attentes des uns et des autres, mais aussi quelles perspectives pour aboutir à la réconciliation des Burundais? Nous avons sur le plateau 4 invités. Léa Pascasi Nzigamassabo, vous êtes secrétaire de la CVR, Commission Vérité et Réconciliation. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Eric Ngengurutse, vous êtes le secrétaire exécutif du collectif et des associations pour la réconciliation et l'appui aux victimes, Caravi en sigle. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alexis Nivikila, psychologue, vous êtes le chargé du programme psychosocial au sein de l'organisation TARS, Trauma Hearing and Reconciliation Services. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de l'invitation. Et puis nous sommes avec vous, Jean Bosco Harerimana, enseignant d'université. Vous êtes expert en matière de justice et transitionnelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de votre invitation. La mise en onde est assurée par François Akimana, prise d'image de Marie-Gracia Justicia Tuikeze et Berthier Mugiraneza, réalisation d'Alain Désiré Boukeyeneza et au micro, Léon Sebitaliho. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à cette émission. Tout d'abord, je vais m'adresser à vous, Léa Pascasi Nzigamassabo, secrétaire de la CVR. Vous avez déjà identifié les fosses communes éparpillées ça et là dans le pays avant l'opération d'exhumation. Elles sont à combien ces fosses communes? Elles sont dans tout le pays ou pas? Sinon, dans quelle province essentiellement? Elles sont de quelles années? C'est plusieurs questions peut-être à la fois. Merci beaucoup. En ce qui concerne le nombre de fosses communes, je ne saurais pas répondre à la question avec exactitude parce que d'abord, les fosses communes, quand on parle de fosses communes, nous faisons une certaine classification. On parle de fosses communes vérifiées, d'abord de fosses communes renseignées, fosses communes vérifiées, fosses communes confirmées. Vérifiées et confirmées. Renseignées, vérifiées, confirmées. Oui. Alors, vous vous êtes renseigné sur combien de fosses communes dans le pays? les fosses communes renseignées, ce sont les données qui ont été fournies par la première équipe de la CVR qui avait été mise en place en 2014. Ça tournait autour de 40 000. 40 000. Donc, oui, 40 000. Et ce sont les fosses communes qui avaient été renseignées. Oui. Et celles vérifiées? Celles vérifiées, bon, jusqu'ici, on ne pourrait pas vous donner les effectifs totaux exacts parce que vous pouvez vérifier et ne pas retrouver. Alors, pour pouvoir confirmer une fosse commune, elle est d'abord renseignée. Lorsqu'on est renseigné, on procède à la vérification. La vérification peut porter sur une ou plusieurs. Vous pouvez ne pas retrouver. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, à Giheta, à Nyambeho, en province de Gitega. C'est un exemple que je vais donner parce que c'est là où j'ai vu l'exemple le plus significatif, où l'on a procédé à la vérification des fosses communes qui avaient été renseignées et on a vérifié 102 fosses communes, mais une seule a été confirmée. Une seule sur 102? Sur 102. C'est peu. Oui. Une sur 102, c'est oui, peu. C'est-à-dire on vous renseigne, là, il y a des fosses communes. Oui. Fosses communes, vous allez vérifier.
Vous vérifiez, vous vérifiez. Dès que vous retrouvez les ossements, c'est là que la fosse commune est confirmée. Alors, si l'on allait vous parler de toutes les fosses communes qui ont été vérifiées, elles sont à plusieurs. Ça se retrouve dans nos rapports respectifs qui ont été produits à partir de l'an 2020, 19, 20, 21. Enfin, Mais même avant, les fosses communes, on n'avait pas encore vérifié parce qu'il était question de recueillir seulement les informations sur les fosses communes. On disait, là, il se trouve une fosse commune et on allait, on marquait. On peut vous dire, il y a ici, par exemple, 10 fosses communes. Mais lorsque vous vérifiez, vous ne trouvez qu'une seule fosse commune ou vous pouvez même ne pas trouver. Oui. Oui. Donc, vous vous êtes renseigné sur 40 000 fosses communes Oui. au niveau national. Vous avez vérifié et jusqu'ici, vous avez confirmé au moins quelque chose. Il y a au moins un chiffre exact sur le nombre de fosses communes confirmées jusqu'ici. Non, pas de nombre exact parce que la confirmation, c'est lorsque, par exemple, nous effectuons une descente sur terrain dans la zone où nous allons travailler. C'est là où nous procédons à la vérification. Et lorsque nous vérifions, nous allons dire, par exemple, on a vérifié 50 fosses communes, mais on a confirmé, 10 ont été confirmées. Oui. On ne peut pas donner exactement le nombre de fosses communes déjà confirmées jusqu'ici. Sinon, les rapports en parlent, les rapports sur les exhumations, on en a. Mais si vous voulez, le nombre de fosses communes, actuellement, on n'a pas les chiffres exacts. Pas de chiffre exact, mais Non. tant que vous avez encore le micro, Les fosses communes, on peut dire que vous en êtes où avec ce travail d'exhumation des restes humains? donc, avec le travail d'exhumation des restes humains, je pourrais peut-être vous parler zone par zone, si vous D'accord, voulez. oui. Actuellement, nous en sommes à l'effectif total de... Je vais vous parler des restes humains, Oui. puisque les fosses communes, les effectifs ne peuvent pas être C'est clairs. pas précis. C'est pas précis. C'est pas précis. Alors, si nous en tenons compte aux travaux d'exhumation déjà faits, la CVR a déjà exhumé autour de 20 864 victimes. Donc, les restes humains des victimes de 20 864 personnes tuées. Oui. Mais là, ce sont les restes humains qui ont été palpables. Sinon, il y a des autres restes humains qu'on ne peut pas identifier, qui sont devenus poussière. Compte tenu de la composition du sol, certains... Et du nombre d'années, peut-être pas le nombre d'années, mais c'est compte tenu de la qualité du sol. Vous pouvez y retrouver des restes humains qui sont devenus poussière. Mais également, ça dépend de la façon dont les victimes ont été exécutées. Mais tout au moins, Oui. les 20 864 victimes, c'est confirmé. Oui. Et est-ce que vous pouvez identifier l'année? Les restes humains déjà exhumés sont de quelle année ou de quelles années? De quelles années? Quelles années sombres de l'histoire du Burundi? Globalement, plus de 80% de ces restes humains exhumés, c'est de l'année 1972. Sinon, pour le reste, ceux qui ont été exhumés avant, ça date de 88, 93, 96. Ce sont des fosses communes qui ont été renseignées à la CVR lorsque des personnes effectuaient des travaux, par exemple, quelqu'un cultivait sa terre ou bien quelqu'un procédait à la construction d'une maison, tombait sur une fosse commune et on renseignait la CVR de la fosse commune et la CVR se rendait sur le terrain pour exhumation. Ce sont des exhumations ponctuelles. Sinon, pour les exhumations organisées, ça se passe région par région. Je me rends chez Caravi, le collectif des associations des victimes. Eric Ngengurutse, vous êtes secrétaire exécutif du Caravi. Quelle serait votre appréciation
par rapport à ce travail d'exhumation des restes humains opéré par la Commission Vérité et Réconciliation. Merci encore une fois pour la parole. Je dirais que, après avoir écouté la secrétaire de la CVR sur le bilan qu'il vient de nous tracer, je dirais qu'effectivement nous avons suivi et nous participons dans les activités d'exhumation, mais nous avons constaté effectivement qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, pour ce travail d'exhumation. Parce qu'il y a des moments où on trouve que les personnes qui ont perdu les leurs dans les périodes sombres que le pays a connues, nous constatons qu'il y a des victimes qui rencontrent des traumas suite à ce qu'ils observent. Et il faudra alors que la CVL songe, avant de faire ces exhumations, songe à ces personnes-là. Il faut qu'il y ait des psychologues pour les accompagner. Sinon, nous voyons qu'il y a risque d'observer d'autres cas de trauma. Donc la CVR, selon vous, va directement au travail sans avoir préconisé des mesures d'accompagnement. C'est ce que vous dites? Oui, c'est ce que je dis. Parce que après autant d'années, si vous regardez en 1972, alors que vous amenez, on identifie les fosses communes, on exhume les gens, on ne parvient même pas à identifier. Les gens qui ont perdu les leurs pendant les crises ne parviennent pas à identifier les leurs. À ce moment, ça cause un problème et également la conservation de ces restes. Est-ce que vous vous renseignez de quelle manière ces restes humains déjà exhumés sont conservés? Peut-être que Madame Léa Pascazi pourra donner de la lumière. Est-ce que vous vous renseignez sur la conservation de ces restes humains exhumés? Non. Non. Caravi, non. Mais quand même, il sait qu'après exhumation, ils sont soit conservés dans les classes, les salles de classe. Les salles de classe? Si. Les même salles pendant de classe. Les moments de... Non, après exhumation. Ils sont conservés quelque part. Et alors, les gens, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut que la CVR ou l'État ou les autres partenaires puissent faire quelque chose pour que ces restes soient bien conservés et que les personnes qui ont perdu les restes sachent très bien qu'est-ce qu'ils vont suivre après. Et par rapport à ce que vient de dire Madame Léa Pascazi Nziga-Massaro de la Commission Vérité et Réconciliation, que donc 72%, plus de 80% des victimes déjà exhumées sont de l'année 1972. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à cette datation? Bon, elle a dit qu'il y a d'autres fosses communes qui ne sont pas ponctuelles. Qui ne sont pas encore exhumées. Qui ne sont pas. Donc pour les autres années, effectivement, aujourd'hui, d'après les explications de la CVR dit qu'aujourd'hui, ils se focalisent sur les fosses communes de 1972. Peut-être qu'ils vont entamer d'autres, l'exhumation des autres années. Les victimes des autres années. Les victimes des autres années. Effectivement, nous disons wait and see. Vous êtes un collectif de combien d'associations au sein de Caravi? Nous sommes au sein de Caravi, nous sommes 7 organisations. 7 organisations. Oui. Tout aussi confondu. Tout confondé. Y en a-t-il pas qui sont lésés, d'autres bien à l'aise suite aux activités d'exhumation de la Commission Vérité et Réconciliation? Nous sommes aussi ces différentes associations qui sont regroupées au sein du Caravi. Ils sont, à part qu'ils sont des ethnies différentes, ils sont également de périodes différentes. Bien sûr, il y a des associations qui sont lésées, qui disent que la CVR se focalise uniquement sur les années 1972, alors qu'il y a d'autres années. Là, ils se disent, pourquoi ils se focalisent? Parce qu'en 1972, il y a beaucoup de Hutus qui ont été tués.
Eric Ngengurutse, en tant qu'association ou collectif d'associations de victimes, il y a tout au moins un fait, une vérité, c'est que des Burundais ont été tués à différentes périodes sombres de l'histoire du Burundi. Vous avez quelle vérité sur des moments sombres de cette histoire? Vous avez une certaine histoire que vous pouvez détenir en tant qu'association, que collectif d'associations des victimes. Quand vous parlez de vérité, moi je dirais aujourd'hui au nom du collectif Karavi, vérité, il est encore trop tôt pour se prononcer là-dessus. On est en train de chercher la vérité de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils sont presque au début de la recherche, parce que la recherche est dure. On a exploité une seule crise qui est en train d'être, c'est les recherches qui sont en train d'être faites. Il y aura d'autres années d'autres périodes qui vont se poursuivre. Là alors, on dit, là où ils sommes, nous disons au sein du Karavi, c'est des gens bons qui continuent le chemin. Mais au cas où les exhumations se font dans le but de la recherche de la vérité, et c'est la mission de la CVL, et que la CVL arrive à réécrire l'histoire partagée par tous les Burundais, ça sera vraiment un coup de chapeau. Et c'est leur mission, je le sais. Maintenant, ils vont continuer. Mais au cas où il a deviné que la volonté, le rythme diminue pour les autres années sombres, à ce moment, les gens qui ont les polémiques qui se disent ici et là vont quand même se renforcer. À un certain moment, vous avez des doutes ou... Les doutes, jusqu'aujourd'hui... Optimiste, pessimiste, c'est quoi? Je dis pas doute, mais je dis quand même qu'ils vont continuer. S'ils gardent le rythme, c'est déjà bon pour les... Ils nous ont garanti que pour les autres années, ils vont continuer pour rechercher de la vérité. Question à vous, Alexis Nibigira. On a parlé de trauma. Vous êtes le chargé du programme psychosocial à l'ONG TARS. Les exhumations, ça fait quel impact sur les familles des victimes, les cœurs brisés? Impact aussi sur les habitants proches de là où l'on extrait ces corps humains. Oui, merci de m'accorder la parole. Justement, le processus d'examination, c'est un processus qui est très très sensible. C'est sensible, oui. Mais la vérité, c'est aussi un droit pour les victimes, même aussi pour les présumés auteurs. Pour les victimes et les présumés auteurs. Bien sûr. Pour toutes les communautés burundaises, c'est un droit de savoir la vérité qui nous mène justement à la réparation et voire même à la réconciliation. Alors, vous comprenez que si on fait les exhumations pour les personnes disparues qui sont chères par rapport à les leurs, vous comprenez que les conséquences psychologiques sont de prime abord observables. Ceci parce que nous restons attachés à nos disparus. Et quand il y a justement des exhumations, on observe des gens vraiment réellement qui manifestent de détresse psychologique par rapport à l'assistance de ces restes humains. On peut même observer les sentiments de suffocation, coupure de respiration, parce qu'on est devant un fait qui nous ramène au passé et qui nous fait revivre. Les uns et les autres peuvent penser que ce sont les leurs qui sont en train d'être exhumés. Bien sûr, même si ce sont des ossements, je dis que nous restons attachés à nos disparus. Et surtout quand nous savons qu'ils ont été enterrés de façon inhumaine. Cela nous affecte profondément. Et les gens peuvent manifester un sentiment de désespoir. Ou même les gens peuvent porter les bras sur la tête, ce qui montre que réellement les gens sont désemparés. Et pour dire que, en faisant le travail avec les défis d'exhumation, réellement, ça déstabilise les cœurs, le vécu psychologique, mais c'est un processus sur lequel nous devons passer pour justement connaître la vérité, pourvu que ça soit bien orienté. Les exhumations, ça vaut en tout cas la peine. Oui, ça vaut la peine parce que ça nous conduit d'abord à connaître la vérité. Comme Eric l'a dit, nous pensons que c'est un processus.
pour connaître aussi la vérité, pour dire que l'exhumation, la recherche de la vérité est un droit de savoir et de réparation pour toutes les victimes et bien sûr que le traitement de ces ossements, l'objectif aussi doit viser à réconcilier le peuple burundais. Eric, tout à l'heure, disait qu'il n'y a pas encore de mesures d'accompagnement. Est-ce que c'est le même point de vue chez vous? Oui, parce que, vous savez, là où on a fait d'autres activités d'exhumation, normalement, on doit mettre en application la loi sur la protection des victimes et des témoins. On peut même avoir une équipe multidisciplinaire composée de psychologues, composée des historiens, composée des juristes, composée des avocats, composée d'anthropologues et légistes, et pour justement s'entraider à la découverte de la vérité et savoir qui est enterré là-bas. C'est ça qui importe normalement. Qui a enterré là-bas. Qui est enterré là-bas. Qui a enterré là-bas, mais aussi qui a été enterré là-bas. Oui, qui a été enterré là-bas. Qui a enterré là-bas et qui a été enterré là-bas. Ça, c'est très important pour les victimes. On l'a vu au Guatemala. Deux questions qui vont en même temps. Oui, on l'a vu au Guatemala, on l'a vu en Afrique du Sud. Et après les ossements, on doit justement faire les recherches pour savoir qui a été enterré là-bas. Alors, je disais alors que... Qui a été enterré là-bas, qui a enterré là-bas et qui a été tué là-bas. Bien sûr, c'est plusieurs questions finalement. Oui, c'est un processus de vérité. Pour dire alors que les gens qui participent aux exhumations, les gens qui assistent, les gens qui observent, normalement, on doit avoir une équipe de stabilisation des émotions. On doit avoir une équipe pour accompagner ces gens-là. On doit avoir une équipe multidisciplinaire pour justement savoir comment le traiter la détresse ou bien le stress aigu qui est provoqué par le processus d'exhumation des restes humains. Donc vous semblez poser plusieurs questions à la fois. Il y a qui a enterré là-bas, qui a été enterré là-bas, qui a tué là-bas, mais aussi il y a qui habite là-bas. Donc c'est lui qui peut avoir beaucoup de trauma, qui vit là-bas ou la famille de cette victime-là. Oui, vous savez que le travail de la sévère d'exhumation se fait dans les communautés. Et ces fosses communes se trouvent même près des familles. Oui, près des milliers des habitations. Alors, vous comprenez que même ces gens-là sont d'une façon ou d'une autre affectés par le travail d'exhumation. Une petite question que je vais aussi poser à professeur Jean Bosco Harelimana. Les victimes de divers massacres qui ont eu lieu au Burundi seraient-elles considérées de la même manière par la sévère, selon vous? Oui, tout Burundais de tout âge a besoin de connaître la vérité. Ça veut dire que la sévère est sur le chemin, justement, de la vérité par ce processus d'exhumation. Ça veut dire que toutes les années de crise qui ont secoué le Burundi, nous devons savoir réellement ce qui s'est passé. Bien sûr que les exhumations doivent concerner toutes les périodes de crise qui ont endeuillé notre pays. C'est la question, professeur Jean Bosco Harelimana, spécialiste de la justice transitionnelle, oui. Est-ce que les victimes de divers massacres qui ont eu lieu dans le pays seraient considérées de la même manière par la commission Vérité Réconciliation? Merci de la question. Et c'est une question par l'ensemble des Burundais, par ailleurs. C'est une question pertinente dans la mesure où ça renvoie au traitement non seulement de ce qui s'est passé, mais aussi de la mémoire qui va avec. Et depuis des années, on observe qu'il y a quand même des dynamiques dans la façon dont les crises sont traitées. Au regard de l'ampleur de la crise de 1972 au Burundi, on remarque que depuis un certain nombre d'années,
cet événement a connu une amplification, une dramatisation un peu plus extraordinaire par rapport aux autres. Et cela se manifeste par le nombre d'événements, le nombre de sorties médiatiques qui s'observent ici et là. Et ceci va avec, par exemple, j'entends très rarement parler de 1965, j'entends rarement parler de 1969, j'entends rarement parler de 93 et 88, 93, 93. 91, etc. Ça se parle rarement. Mais c'est plusieurs années. Depuis un certain nombre d'années. Mais depuis un certain nombre d'années. Et je prends ceci, je prends l'événement de 72, je le mets en parallèle avec ce qui se passait un peu avant que les événements de 72 prennent cette allure. Et je pense par exemple, j'étais un peu jeune, mais je me souviens, je suivais ce qui se passait. Et je regarde dans le passé récent, par exemple, sur comment on célébrait les événements de 93 à Kibimba, par exemple, à plusieurs reprises, le président de la République était là, sinon son représentant, le Premier ministre, ou un autre haut cadre de l'État. Aujourd'hui, on voit que... Sur le site de ces élèves qui ont été brûlés. Qui ont été brûlés à Kwibobo. Et aujourd'hui, on voit que ça a diminué d'intensité, ça a diminué d'ampleur. Et ça vous fait quelle impression? Ça me fait l'impression que, je peux me tromper, mais ça donne l'impression comme quoi les événements qui gagnent de l'ampleur dépendent de ceux qui sont au pouvoir. Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'expliciter un peu? La crise de 72, il n'y a pas de statistiques, mais dans la mémoire collective des Burundais, on a l'impression que le massacre a emporté beaucoup plus de Hutus, la majorité de l'ethnie Hutu. En 1972. 1972. Et en 93, les gens, je ne dis pas que c'est la vérité foncièrement, mais on a l'impression que 93, ça a emporté plutôt les Tutsis. Et donc, on voit que à l'époque où les Tutsis dominaient le pouvoir, il y avait tendance à donner plus de poids, plus d'intensité, plus de communication, plus de visibilité aux événements symboliques qui montrent le massacre des Tutsis, notamment à Kibimba, à Bugendana. Là, vous parlez de massacre de 1993. Oui, 93, oui. Voilà, à l'époque où voilà. C'était des Tutsis qui entre guillemets, qui étaient au pouvoir. Oui, je sais que les images d'archives existent à l'RTNB. On peut voir qui était là. Il en est de même aujourd'hui. Alors, je crois qu'il est encore trop tôt pour conclure, mais comme l'a dit un de mes prédécesseurs, le retentissement des événements de 72 aujourd'hui, la façon dont ils sont traités aujourd'hui, si les autres événements avant 72, après 72, parce que la CVR est compétente donc, depuis 1896, 1885 jusqu'en 2008. Alors, si tous les événements qui se sont produits pendant toute cette période n'ont pas le retentissement qu'ont ceux de 72 aujourd'hui, il y aura risque de créer une certaine opinion comme quoi certains événements ont plus d'importance que les autres.
Il y a Madame Léa Pascazi, Nziga Massaro de la commission Vérité et Réconciliation, qui disait tout à l'heure que plus de 80% des victimes sont donc à l'heure actuelle, que l'on a déjà identifié jusqu'ici, sont de 1972. Oui. Il y a des rapports selon lesquels, lors des massacres de 1993, les victimes tournent autour de 300 000. Quelle serait votre analyse en tant qu'expert en matière de justice transitionnelle? Bon, puisque le travail d'exhumation des événements, des victimes des événements de 72 continue, il serait encore un peu trop tôt de faire une analyse là-dessus, mais selon ce qui se trouve dans la littérature déjà disponible et dans différents récits, les uns parlent de 300 000, les autres parlent d'à peu près 200 000, mais la convergence se trouve au fait que la plus grande majorité les victimes étaient des Hutus. Cela est dit à la fois par des chercheurs qui sont des survivants des massacres de 72 ou qui sont des orphelins de 72, mais ça se retrouve aussi dans les écrits de ceux qui ne sont pas des victimes de 72, qui ne sont pas des victimes directes de 72. Et la description de ce qui s'est passé converge dans une certaine mesure. Mais une petite question. Oui. Je pense qu'il y a des défis. Quels sont ces défis aujourd'hui qui sont liés à ce travail d'exhumation des restes humains? Et je vais également poser la question à cette représentante de la commission Vérité et Réconciliation. Les défis, selon vous, ce sont lesquels? Les défis, il y a des défis d'ordre général et des défis d'ordre spécifique. Les défis d'ordre général ont été déjà énumérés dans le rapport que la Commission a soumis au Parlement. Je crois l'année dernière, si je ne me trompe. Et le président de la Commission a énuméré un nombre de défis, dont les défis d'ordre financier, qui provoquent donc d'autres défis d'ordre logistique. Moi, personnellement, j'éprouve des difficultés à penser comment la seule commission présente à Bujumbura sillonnera tout le pays à non seulement faire la vérification et la confirmation des 40 000 fosses communes. 40 000. 40 000. 40 000 oui. de fausses communes renseignées. 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 Oui, renseignées, et qui devront être vérifiées, confirmées. Vérifiées et confirmées. Voilà. J'éprouve un peu de difficulté pour comprendre comment ça va se passer. Ça, c'est le premier. Donc, côté logistique financier. Deuxièmement, et le défi a été évoqué en utilisant des définitions, mais je trouve qu'il y a un défi de communication de la CVR. Est-ce que nous connaissons ce que fait la CVR? Oui, ils produisent des vidéos sur YouTube, ils communiquent sur les médias traditionnels, mais est-ce que la production d'une vidéo YouTube pour ceux qui sont au village, qui n'ont pas de smartphone, comme nous autres de la ville nantie, est-ce que ça leur parvient? Ça, c'est au premier niveau. Au deuxième niveau, c'est au niveau plus spécifique, là où la commission va travailler. Je n'ai jamais été associé à une opération d'exhumation, mais je trouve nécessaire de développer une communication proactive, informée, non seulement ceux qui habitent la localité, le village, la colline, la commune, où la CVR va faire des opérations, avec des stratégies de communication. Maintenant, c'est un peu plus développé dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi de nous informer tous, parce qu'après tout, nous sommes tous concernés. Donc, la finance, la communication, mais aussi, il y a un défi
je trouve qu'il y a un défi d'expertise, les autres l'ont déjà dit, des équipes mixtes de juristes, de médecine légale, de psychologues. Oui, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et des fois, je regarde les vidéos tournées. J'ai travaillé à la télévision comme producteur-réalisateur. Je sais qu'on fait des montages, on coupe et on garde selon ce qu'ils veulent que nous voyons. Oui, mais des fois, on voit des gens qui sont vraiment furieux. Je me souviens, l'une des premières exhumations, je crois que ça rentrait dans le cadre des exhumations improvisées à Mngaro, quand il retraçait la route. La zone de Makamba. Oui, à la zone de Makamba. Une personne a dit, moi je me suis réveillé à 3 heures du matin pour faire 35 km et arriver ici. Et je ferai la même route pour rentrer à la maison. J'arrive ici, on met un cordon de sécurité pour m'empêcher de voir ce qui se passe. Alors que, selon Donc, les informations... il veut s'enquérir de la vérité, de ce qui s'est passé là-bas. Ils veulent tout voir. Et la personne était très furieuse. Elle avait fait 70 km. En un jour. En un jour. Pour assister à cet événement. Micro à vous, Voilà. Madame Léa Pascal. Et vous voyez, ça ça nécessitait vérité et réconciliation. Ça nécessitait beaucoup de communication. C'est finalement beaucoup de défis. Est-ce qu'il y a aussi des défis que vous constatez vous-même en tant que commission vérité et réconciliation? Avant de répondre aux défis, il s'est posé beaucoup de questions en rapport avec les exhumations. Je pense qu'il aurait été mieux d'y répondre progressivement. Il le dit et le confirme. Il dit, nous tous Burundais, nous avons ce droit de savoir. Oui, et je crois que vous, en tant que journaliste, vous pouvez être témoin. Tout ce que nous le faisons au public. Nous le faisons en public et rien n'est caché. Mais avant de parler de ces défis, je voudrais d'abord dire que on ne peut jamais parler d'exhumation sans parler d'enquête, sans parler d'audition. Ce sont des activités qui vont de pair. C'est plusieurs étapes, finalement. Oui, on procède aux exhumations, mais parallèlement, on procède aux auditions, aux recherches, aux enquêtes, c'est-à-dire on le fait parallèlement. C'est pour répondre à cette question de préoccupation. Les gens, on ne sait pas les comportements, quoi et quoi. On dit que les gens ne sont pas accompagnés. Mais je dois dire qu'au sein de la sévère, c'est vrai, ils ne sont pas très nombreux, mais nous avons des psychologues. Si, à chaque site d'exhumation, il y a au moins un psychologue et il y a des accompagnements. Les accompagnements ne sont pas seulement pour les victimes, mais les accompagnements se font aussi pour... Est-ce que vous observez ces traumas dont a parlé tout à l'heure M. Alexis Nibigina? Oui, bien sûr. Sur les lieux d'exhumation? Si. Puisque ce qui s'est passé, les gens n'ont jamais eu le temps de pleurer, les gens n'ont jamais eu le temps de dire ce qui s'est passé. Et lorsque vous commencez à poser des questions sur ce qui s'est passé, il y a des souvenirs du passé qui remontent et les personnes commencent à pleurer. Il y a des comportements bizarres. Ce trajet qu'a dit tout à l'heure Jean Bosco Harelimana, de cet homme qui est venu en province de Mngaro, dans la zone Makamba, qui a fait 70 km en un jour. Vous l'avez vu, cet homme? Non, on n'empêche personne. On n'empêche personne. Seulement, il a créé ce que l'on appelle une zone de sécurité pour empêcher peut-être les gens de s'attrouper tout autour de la fosse. Mais si les gens gardent la bonne conduite il se peut que cet homme-là n'a pas eu ce droit de... La zone de sécurité, ce n'est même pas 5 mètres. Non, c'est autour de 3 mètres. C'est-à-dire les gens sont autour, ils observent tout ce qui se fait. Concernant la période de 72, certains disent que ça se passe avec beaucoup d'ampleur. Reste à voir si les autres périodes seront traitées de la même façon. Je dois signaler que la CVR, dans ses missions, on doit travailler à partir de 1885 jusqu'en 2008.
Si la CVR actuellement travaille sur la période de 1972, je vous ai dit que nous procédons en même temps aux exhumations et aux enquêtes. La période de 1972, d'abord, c'est une période... La crise de 1972, ça a couvert tout le pays. Tout le pays. 1972, ça a couvert tout le pays. Ça a couvert tout le pays. Aussi, les victimes, les témoins sont en train de disparaître. Lorsque nous parlons d'enquête, d'audition, ceux qui peuvent parler sont en train de disparaître progressivement. 1972. Mais avant 1972, et finalement, oui, tous les témoins risquent d'avoir disparu. Mais je vous dis que vous n'allez pas retrouver quelqu'un de 1885. C'est-à-dire qu'il y a des périodes sur lesquelles nous allons travailler dans les archives. Et les témoins nous allons rechercher la vérité dans les archives. Et les témoins de 1993, madame. 1993, c'est... Progressivement. Je vous ai dit que nous sommes en train de travailler d'abord sur la période de 1972 pour pouvoir récupérer les informations de ceux qui sont encore en vie. Ils sont en train de disparaître progressivement. La méthodologie de travail que nous avons arrêtée au sein de la CVR, nous avons opté de travailler période par période. Période par période. Est-ce que les 40 000 fosses communes est déjà renseignées? Elles portent sur toutes ces années sombres? Toutes les crises. Et les renseignements que vous avez, est-ce qu'ils vous donnent, ça vous renseigne sur les périodes? Si. Sur les 40 000. C'est-à-dire qu'actuellement, nous ne procédons qu'aux exhumations des fosses communes de 1972. Et ici, je dois signaler que nous sommes en train d'avancer parce que nous avons déjà couvert le centre-est, c'est-à-dire la province d'Okarusi et Gitega, le centre Gitega. C'est là où il s'est passé beaucoup de choses par rapport aux autres provinces. Nous avons déjà abordé le sud, c'est-à-dire la province de Rumonge, Makamba et Bururi. Nous avons déjà abordé le nord, nous sommes en province de Muyinga et Kirundo, et bientôt nous allons regagner la ville de Bujumbura pour vous dire que nous sommes en train d'avancer très progressivement. Alors, après avoir terminé la période de 72, nous allons procéder à la qualification. Et puis après, nous allons entamer 1988. Après, nous allons entamer 1993. Oui, la période de 1965, c'est vrai, il s'est passé des choses, c'est presque dans une seule province, et là, des enquêtes ont eu lieu. Vous avez quelle période pour terminer ces enquêtes sur 1972? Est-ce que vous donnez une période? Nous procédons aux planifications, mais ce que nous retrouvons sur le terrain, vraiment, je peux dire qu'on ne peut pas déterminer que nous pouvons terminer pendant telle ou telle autre période, mais nous nous sommes donnés comme défi, tout au moins à la fin de cette année, d'avoir terminé cette période. Mais on peut faire une planification pour une semaine et en arrivant sur le terrain, vous y trouvez le travail de 3 semaines. Et une autre petite question. Les outils ou la technicité que vous avez pour déterminer si tel a été tué telle année? C'est le renseignement communautaire. C'est le renseignement communautaire. Oui, c'est le renseignement communautaire. Puisque lorsque les choses sont passées, il y a des gens qui se trouvaient... D'abord, il y a des victimes directes. Il y a des rescapés. Qui viennent témoigner. Il y a des jeunes gens qui se cachaient quelque part dans un avocatier, dans les eucalyptus, dans la forêt, quelque part. Des gens parlent. Il y a des témoins encore vivants qui nous disent, voilà, c'est ce qui s'est passé ici, c'était telle année. Des gens parlent. Nous travaillons sur le renseignement communautaire. Les outils? Oui. Attendez, il y a une question à laquelle je n'avais pas encore répondu. Le défi de communication dont vous avez parlé. Défi de communication dont vous avez parlé. Au financement, c'est pas... Oui. Parler du défi de communication. Oui, c'est vrai, les moyens matériels ne sont pas encore suffisants pour pouvoir travailler comme nous le souhaiterions. Concernant les expertises dont il est question, oui, on a besoin encore de personnes pour, par exemple, des juristes ne sont pas suffisants, je dois le dire. Même les psychologues, nous en avons, mais ne sont pas encore suffisants. Mais quand dire que ce que nous le faisons par exemple en vase clos, c'est pas vrai. La CVR communique. La CVR communique parce que
chaque fois avant de commencer l'exhumation, nous communiquons l'administration locale, nous envoyons des correspondances et l'administration locale communique à la population. Et nous appelons les journalistes qui viennent voir là où nous allons commencer les exhumations. Les journalistes portent l'information loin. Lorsque nous terminons les exhumations, nous appelons encore une fois les journalistes pour venir voir le bilan des exhumations, ce qui s'est passé là-bas. Et les journalistes nous viennent toujours. Et je crois que l'information est portée loin. Concernant YouTube, c'est vrai, la Sévère communique par voie YouTube, mais la Sévère communique aussi par voie. Il y a un journal pour la Sévère, mais il y a aussi des émissions qui sont radiodiffusées. Il y a aussi des médias, des médias ordinaires. Oui, des médias ordinaires. Eric Ngengulutse de Caravi, elle vient de dire que l'essentiel des outils, les outils, ce sont les renseignements communautaires pour confirmer si tel a été tué telle année. Qu'est-ce que ça vous dit au sein de votre organisation? Moi, là, je ne peux pas de commenter là-dessus parce que sinon, il serait difficile, très même difficile de voir quand cet acte a été posé dans cet endroit, cette information, parce qu'ils n'ont pas d'autres outils pour détecter effectivement là où il y a une fosse commune. Et sinon, les autres défis de la commission, les défis liés à ces exhumations des restes humains pour vous au sein du collectif, c'est comment les défis que vous observez? Les défis, c'est presque les mêmes que ce que le professeur a dit. On est toujours revenu sur ça dans pas mal de débats. Les défis restent les mêmes, qui sont liés aux moyens, aux finances, ils sont liés à l'expertise, à des gens très expérimentés qui ont participé dans d'autres commissions, comme en Afrique d'ici, au Chili ou ailleurs. Ça aussi, c'est lié effectivement au manque de moyens, je dirais. Sinon, les attentes du collectif des associations des victimes, ça peut être lesquelles? Les attentes que vous avez vis-à-vis de ce travail de la commission vérité et réconciliation. Les attentes, c'est la poursuite de leur travail, c'est la recherche de la vérité. La recherche de la vérité. Rien que de la vérité. Et effectivement, pour chercher cette vérité, nous attendons, ils s'appuient sur les 4 piliers de la justice traditionnelle, qui sont la vérité, la justice, la réparation et la garantie de non-répétition. Donc, il faut le plus jamais ça. Jamais ça, voilà. La garantie de non-répétition. Voilà. C'est les mêmes attentes chez vous, au sein de TARS, M. Alexis Nibigila. Oui, mais avant ça, je voudrais revenir sur la question de véracité des faits par rapport à ces fausses communes. On a parlé d'outils. Oui, normalement. D'outils, de technicité. Normalement, je voudrais faire savoir que là où il y a les graves violations des droits humains, comme les tueries, ce que nous avons observé ici, la sévère devrait être appuyée sur le plan international. Ça veut dire qu'on doit avoir une solidarité internationale parce que ce sont des violations contre l'humanité qui ont été faites dans un pays. Alors, si je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, normalement, quand on déterre une personne, on transporte les ossements vers l'Amérique latine où il y a des laboratoires pour tester la personne qui a été tuée, comment la personne a été tuée et dans quelle année la personne a été tuée. Et puis on ramène, et comme on l'a dit, en plus des auditions, en plus de témoignages, on parvient alors à identifier la personne, la victime, et on peut la graver sur une pierre si on veut, ou bien conserver les noms dans des musées, parce que la personne est très bien identifiée. Et malheureusement, on n'a pas eu cet appui, cette solidarité internationale pour justement bien traiter les questions des outils, des indices de véracité. Et ça vous fait quelle impression alors? S'il n'y a pas cette collaboration au niveau international? Ça veut dire que, comme je l'ai dit auparavant, on n'exhume pas pour exhumer. Normalement, on devrait exhumer pour analyser
identifier ces victimes. C'est ce qui m'importerait comme victime, ce qui m'importerait comme Burundais de savoir qui a été enterré là-bas et qui l'a tué. Ça, non pas déterrer pour déterrer, mais c'est ce qui devrait être fait. Malheureusement, on n'a pas eu... Est-ce que pour le cas présent, on exhume pour exhumer ou on exhume pour exhumer et établir la vérité et aboutir à la réconciliation? Cette question, c'est l'objectif, madame. Cette question pourrait être répondue par la SAVER. Alors, après l'exhumation, qu'est-ce qui suit? What next? C'est ça. On n'exhume pas pour exhumer. Au cours de l'exhumation, nous essayons de nous enquérir des noms des personnes qui ont été enterrées là-bas. Ça, c'est au cours des enquêtes. Les personnes disent tel a été jeté là-bas. Seulement, pour le cas de Gitega, où les gens ont été transportés à Ruvubu, le cas de Gitega Karu aussi, les gens venaient de Muyinga, Kirundo, Gitega, et même d'autres provinces, et on les amenait à Gitega. Là, les noms de ceux qui ont été enterrés là-bas, les noms de ceux qui ont été jetés dans les fosses communes de la Ruvubu, seront difficilement connus, mais à travers les archives, je crois que nous pourrions peut-être identifier certaines. Est-ce que vous connaissez les noms de ces 20 864 victimes que vous avez déjà exhumées? Les noms, non. Non. Mais je crois qu'il y a une autre opération qui va bientôt avoir lieu, l'opération de se renseigner sur les noms des personnes qui ont été tuées. Et justement, vous avez parlé de renseignements communautaires. Donc, est-ce que ça ne vous renseigne pas sur les noms? Oui, ça renseigne sur les noms. Mais la SAVER prétend organiser une enquête nationale sur les noms des personnes qui ont été tuées dans toutes les crises qui ont secoué le pays. Et c'est à travers cette enquête que nous allons savoir pendant telle période combien ont été tués, pendant telle autre, combien ont été tués. Et qui ont été tués. Et encore une fois, ne croyez pas que tout le monde a été jeté dans les fosses communes. Il y en a qui ont été jetés dans les rivières. Il y a le temps qui presse. Est-ce qu'il y a encore des défis que vous pouvez ajouter, M. Alexis Nibigila de Tars? Est-ce qu'il y a des attentes que vous pouvez énumérer par rapport à ce travail de la SAVER? Oui, justement, les autres l'ont dit. C'est justement cette équipe multidisciplinaire qui peut accompagner la SAVER, mais aussi avoir un groupe de réflexion pour justement savoir et proposer aussi un plan de réconciliation nationale après justement cette recherche de vérité. Et autre chose que normalement quand on a une équipe multidisciplinaire, chacun doit jouer son rôle. Et elle a parlé que l'équipe dispose de psychologues, ce qui est très 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 bon pour moi. Mais quel est le rôle? Parce que je sais que les personnes qui savent apporter ce qu'on appelle premier secours psychologique, les gens qui peuvent apporter les exercices et pratiques de debriefing, les psychologues de ce genre de psychologues sont peu nombreux dans ce pays. Alors, ce serait bon que même cette équipe soit renforcée pour savoir les techniques de stabilisation des émotions, les techniques d'apporter un secours psychologique. Pendant, même après, parce que même ces gens-là qui assistent, qui vivent dans les communautés, ils ont besoin ou elles ont besoin d'un accompagnement. C'est ça pour dire que on peut avoir une équipe multidisciplinaire, les psychologues outillés qui peuvent travailler en amont et en aval pour justement stabiliser les émotions des gens qui aident dans l'exhumation, mais aussi les observateurs, pour que réellement on ne puisse pas avoir une détresse psychologique qui est liée à ce travail, pour avoir une sécurité humaine et psychologique qui est liée à ce travail. Une petite question. Certaines associations des victimes affirment qu'il y a eu génocide des Hutus au Burundi en 1972. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'ils ont cette prérogative de le dire ainsi? Oui, mon cher journaliste. Soyez un peu résumé. Oui, mon cher journaliste, les réflexes ethniques, les sentiments de victimisation dans la recherche de vérité doivent être bannis. Parce que les Hutus et les Tutsis, tout Burundais a droit de connaître la vérité. Ce ne serait pas bon de se sentir plus victime et que
vouloir et comprendre que c'est moi qui ai besoin de la vérité et non l'autre. Donc, nous devons éviter les réflexes ethniques, le sentiment de victimisation par rapport à la recherche de la vérité. Merci. Même question chez vous, professeur Jean Bosco Haririmana. Cela s'inscrit dans le cadre de concurrence mémorielle. Je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau. Et aucune association, aucun individu, aucune nation, aucun groupe de nations n'a le droit de déclarer un génocide. On peut le qualifier au niveau interne, au niveau de la recherche, mais il y a une instance onusienne, le Conseil de sécurité, qui valide qu'il y a eu génocide ou non. Bien sûr, selon la force des nations, des pays, selon le degré d'alliance, de réseau qu'ils ont, ils peuvent amener des nations amies à reconnaître le génocide, mais à ce que je sache, aucune nation, aucun individu, aucune famille, aucun groupe ethnique, aucune région n'a le droit de déclarer un génocide de façon légale, officielle. Et pour le cas d'espèce, selon vous, ni les Hutus, ni les Tutsis au Burundi, personne n'a le droit de déclarer qu'il y a eu génocide de Hutus, de Tutsis, telle année. C'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Oui. Madame Léa Pascazi, Oui. fuite en avant si certains groupes de personnes disent qu'il y a eu génocide de Hutus, de Tutsis, fuite en avant, vous confirmez? Est-ce qu'ils ont cette prérogative? Je crois que la loi est claire à propos. On peut parler quelque part d'un abus de langage pour certains, je ne sais pas. Mais tout ce que je dois dire, c'est que la sévère, dans ses missions, on l'a donné le pouvoir de qualifier ce qui s'est passé. Mais la sévère... Est-ce que la sévère peut qualifier? La loi dit que la sévère va qualifier. La sévère va qualifier. La sévère va qualifier. C'est ce qu'elle pourra proposer. Oui, elle va qualifier et soumettre la qualification aux instances habilitées et lesquelles instances vont transmettre les faits aux Nations Unies. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Et je crois que personne ne devrait être inquiété par ce qui se dit. Parler de génocide de Hutu, de génocide de Tutsi, personne ne devrait être inquiété. Comme le professeur vient de le dire, le Conseil de sécurité peut se le qualifier, peut se le déclarer. Mais le processus de qualification commence à l'interne et ça va se poursuivre. Soyez un peu bref, tout le monde, une question pour tout le monde, pour parler des perspectives en vue d'aboutir à la réconciliation des Burundais. Commençons par la sévère. Perspective en vue de parvenir à la réconciliation. D'abord, je crois que l'on devrait... Vous avez cette mission d'établir la vérité et d'aboutir à la réconciliation des Burundais. D'abord, je dois dire que le processus de réconciliation concerne tout Burundais. Ce processus ne concerne pas uniquement la sévère. Ça me concerne, ça vous concerne. D'accord. On doit tous conjuguer nos efforts. Il y a un pas qui doit être posé par la sévère, mais les autres doivent poser leur pas. Parce que si la sévère effectue actuellement un travail, je dis technique, il y a aussi un travail politique qui doit s'en suivre. Il y a aussi un travail social qui doit s'en suivre. C'est-à-dire que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice dans ce processus de réconciliation. Oui. Eric Ngengurutse de Karavi, des perspectives pour que les Burundais aboutissent à la réconciliation effective. Moi, je dirais que parmi les perspectives d'avenir pour aboutir à la réconciliation, il faut que tout Burundais contribue, surtout en passant par la vérité. Alexis Nibikila de l'organisation TARS, des perspectives. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ces perspectives pour que les Burundais aboutissent à la réconciliation effective. Les Burundais cohabitent, coexistent sans se réconcilier. Et ça peut nous revenir au galop. Pour de reculer, il faut qu'il y ait un plan de réconciliation communautaire, un plan de traitement du trauma collectif, mais un plan
aussi de traitement du passé de façon inclusive pour aboutir à la paix, à la réconciliation et au développement communautaire. Professeur Jean Bosco Harelimana, expert en matière de justice transitionnelle, des perspectives. Elle a dit qu'on a déjà couvert le centre-est et le sud, et maintenant qu'ils sont au nord. Et je me demande si les gens de Gitega Dokar aussi, de Bururi de Makamba, peuvent se dire, pour 72, et c'est clôturé. Bon. Et aussi sur les outils et les techniques. Je trouve le renseignement communautaire comme, oui, un début, mais il devrait y avoir des méthodes scientifiques pour justement aider à clarifier. Maintenant, la vérité est un couteau à deux tranchants. D'abord, la vérité peut amener au pardon, mais la vérité peut aussi renvoyer à la procédure judiciaire. Voilà. Là, je m'arrête là. Mais alors, pour les perspectives, pour moi, il est très important dans la recherche de la vérité de garantir la tranquillité. La tranquillité, je ne sais pas si ça sort bien, mais de tranquilliser, de rassurer les bourreaux potentiels, ceux qui ont tué, ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre, pour qu'ils, elles participent à l'éclosion de cette vérité. Parce que sans eux, on aura toujours une vérité partielle. Et autre chose, c'est d'impliquer le plus de partenaires possible. Les églises, la société civile, les chercheurs, les médias. Comme ça, tout le monde va apporter sa pierre à l'édification de cette paix. Et à l'édification de cette paix. Et au Burundi, je crois que nous voulons nous réconcilier parce qu'il y a des contextes où les communautés se sont dit, mais nous n'avons pas besoin de nous réconcilier, nous n'avons pas besoin d'écrire une histoire commune. Vous enseignerez vos cours d'histoire à vos enfants, nous enseignerons nos cours d'histoire à nos enfants sur ce qui s'est passé. Je crois qu'au Burundi, on a cette soif, on a soif d'arriver à cette réconciliation. Et donc, pour y arriver, à chercher à rassurer ceux qui ont participé dans les tueries, impliquer le plus de partenaires possible et renforcer la stratégie de communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, professeur Jean Bosco Harelimana. Je rappelle que vous êtes enseignant d'université, expert en matière de justice et transitionnelle. Merci d'être venu et de votre contribution à cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Eric Ngengurutse. Vous êtes le secrétaire exécutif du collectif des associations pour la réconciliation et l'appui aux victimes, Karavi en sigle. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Merci. Et merci à vous, Alexis Nibigira, chargé de programme au sein de l'organisation TARS. Vous êtes aussi psychologue et au sein de l'organisation TARS, vous êtes chargé du programme psychosocial au sein de cette organisation TARS, Trauma Healing and Reconciliation Services. Merci de votre contribution. Merci de m'avoir invité aussi. Et merci à vous, Madame Leia Paskazi Nziga Massawo. Vous êtes secrétaire de la commission Vérité et Réconciliation sévère en sigle. Merci de votre contribution à cette émission. Je vous remercie également et je vous demanderai de multiplier de telles émissions pour que des clarifications soient données sur le travail de la CVR. Merci beaucoup. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur les défis liés à l'exhumation des restes humains au Burundi, un travail opéré par la Commission Vérité et Réconciliation. Merci à tous et tous de nous avoir suivis. Merci aussi à François Akimana pour la mise en onde, Gracia Justicia Tuikeze et Berthier Mugiraneza pour la prise d'image. Alain Désiré Boukéneza était à la réalisation et au micro, Léon Sebitario. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments toujours branché sur Isanganiro. À la prochaine.